Bonjour Laurence Toubiana. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes, on le disait, l'une de ceux à qui on doit cet accord de 2015 sur le climat, accord de Paris. Voilà 10 ans jour pour jour qu'il a été signé, 195 États. À l'époque, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie l'avaient signé. On va revenir dans cette interview sur la manière aussi dont la préoccupation écologique, la préoccupation pour le climat a évolué dans l'opinion et dans la tête des Français. Avant cela, l'anniversaire de cet accord de Paris, il faut le célébrer ou bien au fond c'est un enterrement? Évidemment, quand on dit, je suis évidemment intéressée à ce qu'on y croit, mais c'est quand même un grand moment. D'abord, j'aimerais me souvenir de ce jour-là, du 12 décembre, dans le début de l'après-midi où Laurent Fabius a sanctionné cet accord, et la joie incroyable de tous ces pays, de tous ces ministres, de tous ces ambassadeurs. En général, vous savez, les diplomates sont pas très expansifs, mais là, la salle était énorme, a explosé de joie tellement, au fond, on avait peur de rater. Et on avait peur de ne pas faire quelque chose qui était historique, puisque c'était la première fois que tous les pays allaient se décider à agir ensemble. Et on avait raté tellement de fois au précédent. Donc déjà ça, quelque chose qui était au fond inattendu, et où tout le monde avait un peu probablement anticipé l'échec. Et puis, en réalité, on voit que, au fond, l'accord de Paris, ça a tracé une ligne dans le sable. Il y a les choses qui se sont passées avant, les choses qui se sont passées après. Bon, il y a un chiffre qui est, vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction, 18% d'augmentation des gaz à effet de serre entre 2005 et 2015, 1,8%, c'est-à-dire la chute est énorme de l'augmentation, ça augmente toujours beaucoup trop, entre 2015 et aujourd'hui. Et évidemment, la transformation de l'économie. Et puis aujourd'hui, tous les pays ont un plan climat, les 195, ils ont une loi. Vous savez, qu'ils appliquent plus ou moins, on imagine. Oui, mais le cœur de l'accord de Paris, vous savez, il n'y a aucun accord international qui a ce qu'on appelle... Enfin, on aimerait qu'il soit contraignant, mais on ne va jamais envoyer des chars ou de la police dans un pays parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Oui. Ça n'existe pas. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est est-ce que c'est traduit dans le droit national ou pas? Est-ce que les cours de justice nationale vont s'en servir ou pas? Et c'est ça qui s'est arrivé depuis Paris. Ça a été un cadre juridique, certains disent. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, il y a 1500 procès aujourd'hui dans le monde qui se réfèrent à l'accord de Paris. Il y a eu cet jugement extraordinaire de la Cour suprême, je crois que c'était il y a 3 ans maintenant, je me trompe peut-être d'une année. Non, en Allemagne. En Allemagne. Où la Cour suprême allemande, la Cour constitutionnelle allemande a dit au gouvernement, mais vous faites pas ce qu'il faut. Et ils ont été obligés de revoir la loi climat parce qu'elle était insuffisante au regard des engagements de l'accord de Paris. Mais Laurence Toubiana, au cœur de cet accord de Paris, il y avait une promesse, celle de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique moyen mondial. On n'y est pas du tout, cette promesse, elle est enterrée. Alors, il faut se rappeler que c'était quelque chose qui n'était pas du tout consensuel, d'arracher ce 1,5 degré. Ça a été arraché dans les dernières heures d'ailleurs, et y compris cette idée qu'il fallait aller à zéro émission nette au milieu du siècle. On l'entendait juste dans le sujet, hein, le réchauffement tendanciel actuel, c'est entre 2,3, 2,5 degrés si on continue la même trajectoire qu'aujourd'hui. Exactement, et ça c'est beaucoup trop. Alors, il faut aussi se rappeler, malheureusement d'ailleurs, qu'on a fait cet accord en 2015 et qu'on ne réoriente pas une économie mondiale qui est fondée sur les fossiles depuis 2 siècles, en 10 ans. Mon grand regret, c'est qu'on n'ait pas fait ça 10 ans avant, qu'on n'ait pas 20 ans. Oui, vous dites elle est arrivée 20 ans trop tard, c'est ça? Je trouve, oui. Bon, je comprends pourquoi, hein, puisque je suis tout ça depuis beaucoup d'années. Mais on est arrivé très tard parce que c'était impossible pour les pays de penser, de comprendre. Et vous savez, il y a tellement de différences entre les lois de la physique qui sont, elles, on peut pas les changer, et les lois de la politique qui font que on a le temps. Même aujourd'hui, encore, on voit des sondages où les gens demandent est-ce qu'on va pas trop vite. Donc, ce décalage, ça nous a coûté beaucoup d'années. Ça a été l'échec de Copenhague en 2009, et c'est vrai qu'on prend du retard encore aujourd'hui. Alors moi, j'ai quand même, pardon, Laurence Toubiana, quand je vous entends, j'ai l'impression, alors que, et c'est aussi l'objet de cette journée aujourd'hui qu'on a choisi de consacrer à cet accord climat sur France Info, c'est aussi expliquer que
plus le temps passe et plus on se rend compte, y compris dans notre vie quotidienne, qu'il y a du changement climatique. Pour autant, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a encore une forme d'espoir et que vous dites, bon, bah, finalement, cet accord, c'était pas si mal et on s'en sort pas si mal. Ben, c'est-à-dire que mon plan est pas, et mon attitude est jamais d'être optimiste ou pessimiste, hein. Moi, je suis une activiste au sens, pas d'aller défiler dans la rue, mais de dire il faut faire des choses tous les jours. Hmm. Et c'est le pari de Pascal, on est embarqué. De toute façon, il y a rien d'autre à faire que de lutter au maximum. Et oui, comme vous, je suis navrée de voir que ces catastrophes climatiques qui arrivent aujourd'hui dans tous les pays, tous les ans, c'est vrai qu'en 2015, on avait l'impression que c'était pour le futur et qu'aujourd'hui, c'est pas demain. Hmm. Et que quand même, je trouve que les plupart des gouvernements, et encore y compris des entreprises, des grandes entreprises qui disent, bon, on va trop vite, ça va trop vite, c'est une vraie folie. Bon, alors pourquoi est-ce que on hésite aujourd'hui? Bon, on est dans un contexte aussi particulièrement difficile depuis l'invasion de l'Ukraine. Ça a changé complètement, hein. À partir de la crise du Covid, évidemment, qui a tout bloqué pendant beaucoup de temps. Et puis l'invasion de l'Ukraine a remis un événement, un choc extraordinaire sur le marché de l'énergie, qui a fait que tout d'un coup, le pétrole, le gaz, le charbon, qui apparaissaient vraiment dans l'idée du déclin, beaucoup d'entreprises pétrolières et gazières avaient des plans d'ailleurs de réduction de leurs émissions. Elles ont toutes été éliminées quasiment après ça parce que il y a eu ce boom des énergies fossiles et l'idée que la sécurité énergétique, c'était la même chose que le pétrole, le gaz ou le charbon. Et là, on paye ça encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, pourquoi tout dans les conférences des partis, la voix des pays exportateurs de pétrole est si forte, c'est qu'ils sentent que c'est le moment de la bataille historique où il faut arriver à convaincre tout le monde que le pétrole, le gaz et le charbon, c'est pour toujours. Et on est dans une bataille politique aujourd'hui. Et elle est particulièrement violente. Je dois dire qu'elle est plus violente que ce que j'ai vu depuis 1997 où je m'occupe de ce sujet. Si elle est violente, c'est aussi parce que, à cause de l'attitude des États-Unis, les Américains quitteront effectivement l'accord de Paris au mois de janvier. Ils sont pas seulement absents des débats actuels, les Américains, ils sont aussi actifs dans un travail de sape, comme l'illustre cette charge violente et d'une violence inouïe de Donald Trump à la tribune de l'ONU, c'était fin septembre. Le changement climatique est la plus grande arnaque jamais réalisée contre le monde, à mon avis. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies et bien d'autres, souvent pour de mauvaises raisons, étaient fausses. Elles ont été faites par des gens stupides qui ont coûté des fortunes à leur pays. Merci. Comment est-ce qu'on doit réagir à ces propos ? Vous savez, moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution et l'Europe est vraiment... parce qu'on est attaqué des deux côtés, hein. On est attaqué par les trolls russes qui nous disent les énergies renouvelables, arrêtez ça, c'est une folie, c'est les politiques contre le peuple, ça c'est l'aspect désinformation. Et puis maintenant, on est attaqué de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on est vraiment pris en sandwich. Je crois qu'il n'y a qu'une seule attitude, il faut qu'on se réveille. Et là, la stratégie nationale qui vient d'être publiée par les États-Unis l'indique clairement. L'Europe, c'est l'ennemi. Et pourquoi c'est l'ennemi ? C'est assez incroyable, hein. C'est l'ennemi parce que, à cause de nos préférences, de nos valeurs, parce que on pense que l'environnement c'est important, parce qu'effectivement la sécurité énergétique en devenant indépendant c'est central. Et vous savez, ça me rappelle les paroles de Poutine quelques semaines après, l'invasion de l'Ukraine, lorsque l'Europe préparait son plan de développement des renouvelables pour devenir moins dépendante du pétrole et du gaz russe. Il a dit c'est une folie, c'est la crise économique que vous allez installer. Quand même, Laurence Tubiana, est-ce que quand on entend les mots de Donald Trump, ça dit aussi quelque chose ? Il a été élu par les Américains, même réélu pour un second mandat. Est-ce qu'on peut faire sans et dire bon bah nous on continue dans notre coin entre Européens, peut-être avec quelques autres pays. Quant aux Indiens, c'est plus compliqué. Les Américains, n'en parlons pas. Les Russes non plus. Bon. Bah, vous savez. Bon, les Américains, on n'a jamais pu compter sur eux tellement, parce qu'ils sont rentrés et sortis tout le temps. Kyoto, c'est pareil, ils étaient là, ils sont repartis. Ça fait maintenant 2 fois qu'ils sortent de l'accord de Paris. On peut faire sans eux ? Eh ben, on ne peut pas faire sans eux, toujours. Mais tant qu'il y a cette administration américaine, il faut faire sans eux. Et puis, vous le savez, Donald Trump, c'est pas les États-Unis.
Il y avait le gouverneur de la Californie, c'est quand même maintenant encore la 5e puissance mondiale, ou la 4e ou la 5e économique. Il était à la COP 30 et il montrait qu'en Californie, les émissions de la Californie sont vraiment en train de se réduire. C'est vrai que le Texas État pétrolier, investit plus aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Ouais. Et ça se passe partout aux États-Unis, les investissements, y compris dans les véhicules. N'empêche que est-ce que la production de CO2 des Américains baisse beaucoup? Alors elle a baissé d'ailleurs, y compris pendant le mandat Trump, premier mandat. Ouais. Bon là, sûrement moins, évidemment. Mais pendant ce temps-là, il y a d'abord aucun pays qui est sorti de l'accord de Paris. Évidemment, c'est négatif, c'est profondément négatif. Il ne faut pas penser que ça n'a pas d'impact. Ça en a, parce qu'il y a des pressions, parce que du coup, le gouvernement chinois a certainement fait des propositions moins ambitieuses qu'ils auraient fait si les États-Unis étaient dans le jeu, puisqu'évidemment, ils se surveillent. C'est vrai aussi que du coup, ça ouvre un questionnement dans tous les pays, y compris en Europe. Ça a été bien difficile de se mettre d'accord sur notre échéance de 2040, parce que tout le monde se dit pourquoi nous ? Mais je voudrais donner un message vraiment important. On a l'impression que pourquoi est-ce qu'on ferait tellement d'efforts en Europe alors qu'on est une petite partie de ces émissions mondiales aujourd'hui? Oui, une goutte d'eau par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à l'Inde, par rapport aux États-Unis. Eh bien, je peux vous dire que chaque fois que l'Europe recule, mais même d'un petit peu, lorsqu'il y a une hésitation, une contestation sur tel ou tel plan climat ou décision, je reçois des coups de téléphone de partout dans le monde en disant: vous allez reculer, vous allez... Vous voulez dire qu'on est une tête de pont, en fait? Oui, si on est y un arrive... exemple. C'est un exemple et surtout une condition de possibilité. Si l'Europe ne le fait pas, alors personne ne va le faire. Mais si c'est au détriment de la compétitivité, face notamment à nos concurrents, ça peut également coûter cher aux Européens? Écoutez, ça dépend comment on fait. D'abord, renouvelable. Alors, j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais on a économisé beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie européenne en diminuant les importations de pétrole et de gaz russe, avec le développement des renouvelables, où on est quand même maintenant, on va être bientôt... Ils ont aussi été remplacés par des schistes américains. Oui, mais en proportion... La proportion des énergies renouvelables dans le mix, le bouquet énergétique européen, il a beaucoup augmenté grâce à cette idée d'énergie, de sécurité énergétique. Et ça, on a fait des économies. Aujourd'hui, c'est plus un problème de régulation, de mise en place du marché de l'électricité, enfin des choses pour montrer que oui, il nous faut de l'électricité bon marché et propre, pour que à la fois les ménages et les industries soient compétitives. Donc c'est pas le problème de la transition, c'est le problème de comment on l'organise. Vous restez avec nous, Laurence Tubiana, on va se retrouver dans quelques secondes. D'abord l'info en 1 minute, il est 9h moins le quart et voici Sarah Ders. Des tracteurs bloquent toujours l'A75 dans les deux sens entre l'Aveyron et la Lozère. Dans l'Ariège, ces dernières heures, tension entre éleveurs et forces de l'ordre. 4 personnes interpellées la nuit dernière. Le syndicat La Coordination Rurale appelle désormais à une mobilisation sur tout le territoire contre les abattages de troupeaux. Seule solution pour empêcher la maladie, la dermatose bovine nodulaire, de se propager, se défendent les autorités. Les ports français continuent d'accueillir du pétrole en provenance de la Russie. Une 60aine de pétroliers depuis janvier dernier. Pas de pétrole russe, mais kazakh, qui transite par un important port russe situé au bord de la mer Noire jusqu'à la France. Ces importations continuent indirectement à financer la Russie. L'Assemblée nationale adopte en première lecture la prolongation de l'encadrement des loyers. Ce dispositif mis en place dans 72 collectivités, dont Paris et Lyon, devait normalement prendre fin dans un an. La Ligue Europa de football, 6e journée. Les Niçois éliminés, battus une nouvelle fois hier par les Portugais de Braga, 1-0. Lyon, en revanche, toujours en tête du classement. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigonne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Laurence Tubiana. Nous sommes ravis de vous avoir pour cette journée spéciale sur France Info à l'occasion des 10 ans de la signature des accords de Paris. Vous rentrez du Brésil où vous étiez envoyé spécial pour l'Europe dans cette COP 30, cette nouvelle grande conférence internationale sur le climat toujours organisée par l'ONU. Elle s'est terminée il y a quelques semaines, fin novembre. Vous en tirez quel bilan? C'est encore un peu difficile. Je trouve qu'à la fois, il y a un grand soulagement. Le premier, c'était... après 3 conférences des partis,
qui se sont déroulées dans des pays principalement exportateurs de pétrole. Je me souviens à Bakou, le président azerbaïdjan disant le pétrole c'est un don de Dieu. Alors oui, sûrement, mais ça dépend ce qu'on en fait. Et c'est vrai que Brésil, s'il y avait un souffle d'air, il y avait une société civile extraordinairement mobilisée, présente pour la première fois depuis beaucoup d'années. Les portes étaient ouvertes. Les communautés indigènes d'Amazonie étaient là, et heureusement d'ailleurs qu'on a fait finalement cette COP malgré toutes les critiques en plein cœur de l'Amazonie. Et donc il y avait cette vie, un président quand même du Brésil très ambitieux puisqu'il a insisté, il est revenu pour dire il faut qu'on sorte de la dépendance des énergies fossiles. Pardonnez-moi, mais vous parlez des énergies fossiles justement, elles ne sont pas mentionnées dans le document final. C'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce qu'on a oublié. Et c'est un éléphant qu'on va revoir à toutes les COP maintenant. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, la scénographie ou le conflit qui s'est évidemment ouvert dans cette COP a été les pays d'un côté. Et il y en a eu 85 qui ont signé l'idée qu'ils voulaient, et le président de la République brésilien et la ministre de l'Environnement ont donc beaucoup poussé à ce qu'on ait des feuilles de route pour sortir des énergies fossiles. Je rappelle pour les auditeurs et les téléspectateurs, leur combustion, c'est à l'origine de 90% des rejets mondiaux de CO2. Oui, il n'y a pas de miracle, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais quand même, qu'est-ce que ça change Je pense là encore aux auditeurs et téléspectateurs qui disent qu'ils inscrivent le mot énergie fossile sur une feuille de papier que tout le monde va signer. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Est-ce que ça change quelque chose? En soi, rien, mais en même temps, enfin, si, parce que du coup, d'ailleurs, y compris dans 3 mois, enfin un peu plus 4, on va avoir une grande conférence en Colombie où tous les pays qui veulent se sortir vont dire on va y aller, et l'année prochaine, à la COP 31, donc qui aura lieu maintenant en Turquie, on va présenter la manière dont nous on veut sortir. Et tout ça... Donc en fait, pardonnez-moi pour bien comprendre, et là c'est aussi à la diplomate que j'en appelle, mais quand on écrit, quand on grave dans le marbre quelque chose comme ça, qui peuvent n'être que des mots au départ, ça finit un moment ou l'autre par se traduire par des plans, c'est ce que vous évoquez. Voilà, par des plans nationaux, parce que encore une fois, pour que ça existe, il faut que ce soit... C'est un petit peu comme notre droit européen. On a un texte de la Commission européenne, mais tant qu'il n'est pas traduit par le Parlement, on ne fait rien. Les Européens, justement, ils ont hésité à claquer la porte des négociations. Ils ont été dans une position que vous avez jugée sur la défensive, sur la question notamment des financements. Expliquez-nous pourquoi vous avez regretté cette position, cette attitude européenne pendant les négociations. Il s'est passé quelque chose d'un peu classique, mais qui a été un peu porté au maximum, qui était on a eu un débat interne extrêmement long pour savoir comment on allait annoncer notre plan climat pour 2035 et donc 2040. Et on a passé tout notre temps à discuter entre nous. Et on est arrivé les derniers jours pour dire, voilà notre plan. Et du coup, les gens, tout le monde qui nous regarde encore une fois très précisément, était un peu inquiet, et du coup on n'a pas pu préparer vraiment les alliances possibles, le travail avec la Chine qu'il faut faire, parce qu'au fond les grands alliés, y compris avec les Indiens dans 2 ou 3 ans, et je suis confiante qu'on peut arriver à mobiliser l'Inde d'une façon positive, parce que le développement des renouvelables en Inde c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on n'a pas préparé, on s'est concentré sur notre discussion intérieure, et du coup on est arrivé un peu à la dernière minute dans cette négociation. Et c'est ce qui nous a un peu, je crois, gênés, beaucoup. Et du fait qu'on était sur la défensive et où au fond, on nous a moins fait confiance sans doute sur la volonté d'accélérer l'action. Mais je crois quand même qu'on a convaincu là-dessus. Et surtout, évidemment, la demande sur le financement. Venons-en, si vous le voulez bien, parce que on parle de négociations internationales, etc. Venons-en aussi à quelque chose qui a sans doute pas mal évolué ces dernières années. Le rapport des Français, notre rapport au fond à la question écologique, à la question climatique. C'est vrai qu'il se trouve, et vous avez évoqué des raisons, notamment la guerre en Ukraine, il se trouve que c'est un sujet qui est beaucoup moins au cœur de l'actualité ces dernières années. Nous avons mal vendu la transition écologique. C'est ce qu'a reconnu l'ex-ministre Brune Poirson il y a quelque temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que votre regard peut être que les autorités n'ont pas bien réussi à faire accepter les changements qui étaient demandés aux citoyens, aux citoyennes? Il y a plusieurs dimensions. D'une part parce que la plupart des politiques climatiques telles qu'elles ont été conçues aujourd'hui
ont pas vraiment ont eu des impacts de justice sociale qui n'étaient pas mesurés. Et cette impression de justice, on l'avait vu dans les C'est-à-dire, manifestations. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au fond, C'est le prix de l'essence qui monte. prix de l'essence qui monte pendant que il n'y a pas de taxe sur le kérosène des avions. Typiquement la discussion qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes. À la Convention citoyenne pour le climat, que j'ai eu l'honneur de présider le comité de gouvernance, cet élément de justice était complètement permanent. Et les citoyens qui ont travaillé pendant quasiment un an à cause du Covid là-dessus, ils sont venus avec des mesures extrêmement ambitieuses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un décalage entre la perception par les autorités politiques de ce que pensent les citoyens et ce que pensent vraiment les citoyens. Les citoyens, et beaucoup de sondages, je me référais au dernier sondage de Eurobaromètre 2025, 80% des citoyens européens, et les Français sont absolument dans ce, même un petit peu plus haut, disent qu'ils sont préoccupés par le changement climatique, qu'ils voient le lien entre le changement climatique et les impacts, mais que, alors pas forcément dans ce sondage-là, mais dans d'autres, ils estiment qu'on ne les écoute pas assez sur les politiques qui seraient justes. Et c'est cette distance entre cet élément de justice, par exemple comme prix de l'essence d'un côté et rien sur le kérosène de l'autre, qui fait, et que, en plus, il faut reconnaître aussi que les ménages les plus aisés, c'est ceux qui émettent le plus partout dans le monde. En France, comme en Chine ou en Inde. Mais Laurence Toubienne, il y a la question de la justice sociale, mais il y a aussi la question de la mise en pratique. Il y a beaucoup de Français, par exemple, sur toutes les questions liées à la voiture, qui disent, mais nous, là où j'habite, je ne peux pas me passer de la voiture. La voiture thermique est un besoin pour me déplacer au quotidien, et donc voit toutes les mesures qui sont les tentatives de mesures prises, comme des décisions déconnectées, issues de technocrates, etc. Ça fait aussi le lit du populisme. Vous l'entendez, absolument. Ces critiques de déconnexion? C'est pas le fait de moins vendre, c'est de se dire que quand on a une mesure, si on mesure pas la capacité pour les citoyens d'avoir une solution alternative, eh ben on peut pas le faire. Regardez. En fait, vous voulez dire que tout au fond, pas tout, mais en tout cas une partie des choses ont été faites un peu comme ça, un peu à l'aveugle, en fait. En tout cas, sans mesurer l'impact à la fois réel et perçu par les citoyens, plus le fait que, en France c'est comme ça, mais la consultation, c'est vraiment pas la règle. Je parlais de la Convention citoyenne sur le climat qui a suscité beaucoup d'espoir et qui a beaucoup déçu aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, par exemple, et c'est vrai qu'on ne peut pas priver de transport automobile des gens qui sont dans des zones rurales, ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'on offre d'autre? Les citoyens, dans la Convention citoyenne, ils ont une idée géniale, ils ont dit faisons du leasing bon marché des voitures électriques. Et d'ailleurs, quand le gouvernement a essayé, ça a été la solution. Mais tellement que le gouvernement a dû restreindre son dispositif parce qu'il n'y a pas d'argent aussi. On est face à des contraintes budgétaires, on en parle souvent. Et c'est cet ensemble de cohérence entre justice fiscale, ressources... Mais quitte, pardonnez-moi, à aller peut-être un peu plus lentement par conséquent. S'il faut prendre le temps d'étudier l'acceptabilité d'une mesure et trouver une alternative, c'est un peu plus lent. C'est plus lent, mais en même temps, regardons d'où viennent les émissions françaises, mais aussi mondiales. Il y a aussi des modes de vie et de consommation. Maintenant c'est bien établi par le laboratoire de recherche que Thomas Piketty et d'autres président. Les 1% mondiaux consomment et émettent autant que 60% de la population mondiale plus pauvre. Il y a même eu un Oxfam qui fait ça toujours très sérieusement. Ils ont montré que les 50 plus riches billionnaires maintenant, 1000 milliardaires, je ne sais pas comment on dit en français, ils consomment autant que dans une heure qu'un citoyen moyen du monde pendant une vie. C'est aussi ça la justice sociale et ce problème est inévitable. On ne peut pas demander aux gens de faire des efforts quand il y en a des gens qui prennent leur jet privé pour faire 50 km. Les publicités que je reçois aujourd'hui, je reçois aujourd'hui, moi qui ne suis pas banquière. Il faut qu'on y aille, Laurence Toubienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, ex-ambassadrice pour les négociations sur le climat de l'accord de Paris en 2015. Merci beaucoup Camille Vigone-Lecoat, le Nouvel Obs. Restez avec nous sur France Info.